disant succès ont été contredits par d'autres études. Votre propre traitement, d'ailleurs, fait l'objet de débats. Alors, lorsqu'on compare votre série de malades à celle des malades traités avec d'autres protocoles, vous avez à l'évidence les meilleurs résultats et l'histoire est en train de vous donner raison puisque les chiffres infléchissent et qu'on va atteindre pratiquement le niveau zéro. Pour nous, vous êtes un visionnaire. Alors, vous vous êtes forgé cette notoriété avec le coronavirus, vous êtes toujours sorti des sentiers battus et vous avez déclaré que cet épisode est en train de se résoudre et que l'épidémie du coronavirus est en train de se terminer. Est-ce que vous persistez et vous signez? Dans tous les pays sur lesquels on a des données, si vous voulez, la courbe a la même allure, c'est-à-dire c'est une courbe en cloche qui traîne un peu à la fin, qui a la même allure un peu partout. Alors, ce qui change, c'est en fonction des... Et on pourra évaluer les différentes stratégies avec le temps. C'est en fonction de la stratégie qui a été utilisée, c'est le nombre de cas total et la durée de l'épidémie. Nous, à Marseille, par exemple, on a une durée relativement faible de l'épidémie, probablement par les mesures que l'on a prises et globalement les pays qui ont pris des mesures de tester énormément de manière à ce que les gens contagieux soient séparés, soient au moins informés qu'ils étaient contagieux, ont le même type de courbe, c'est-à-dire un raccourcissement de la durée de l'épidémie. Alors, scientifique et chercheur de renommée internationale, vous n'en restez pas moins un médecin de terrain attaché aux malades, analyse les symptômes, diagnostiquer grâce aux tests et donner un traitement que vous savez efficace. Vous avez martelé que votre rôle en tant que médecin était de soigner vos patients, une évidence malmenée pendant cette crise. Pensez-vous qu'après cette pandémie, l'Église sera remise au centre du village ? Je ne peux pas vous dire. Je pense que oui, puisque je pense qu'une des raisons majeures de ce problème a été que beaucoup de gens qui se sont occupés de ça ici comme ailleurs sont des gens qui, depuis 25 ans ou 30 ans, si vous voulez, travaillent sur des infections chroniques comme le sida, par exemple, et ont perdu le sens de ce que c'est qu'une épidémie, de la nécessité d'agir rapidement et de prendre des décisions rapides. Et donc, moi, j'étais mal à l'aise parce que le sentiment que j'avais, c'était que la question était de savoir quel traitement expérimental on allait mettre en place et que c'était devenu la seule préoccupation. Et la communication s'est beaucoup faite autour de, puisqu'il n'y a aucun traitement qui soit reconnu pour l'instant, on ne fait rien et on attend un traitement expérimental. On n'a toujours pas les résultats d'ailleurs en France alors que l'épidémie est finie. Donc ce qu'il voit bien, moi j'avais un décalage. De ce point de vue-là, je suis plus près de ce qui a été fait en Extrême-Orient. En Extrême-Orient, les gens ont testé les médicaments qu'ils avaient avant de savoir si ça allait marcher ou pas, parce que simplement, on ne peut pas rester inactif parce que c'est ce qu'on aurait fait pour nous, on l'a fait pour les autres. Oui. Alors vous avez eu l'oreille des grands de ce monde, le président français Emmanuel Macron vous a rendu visite à Marseille, Donald Trump a relayé votre traitement. Didier Raoult, vous êtes rentré au panthéon des héros pendant cette épidémie en incarnant l'esprit rebelle de la ville de Marseille. Est-ce que c'est ça qui vous a valu autant d'ennemis selon vous ? Oh, ça, j'en sais rien, puis je ne me sens pas concerné par ça, je m'en fiche. Oui. Alors, votre personnalité scientifique était indiscutable. Vous êtes maintenant devenu le scientifique français le plus populaire dans le monde. Et nos confrères du New York Times vous ont même gratifié de leur page de couverture. Vous intriguez, professeur Raoult. Vous savez, les gens qui sont normaux n'intéressent personne. C'est la vie qui est comme ça. Ceux qui sont pas normaux, à la fois ça les excite et ça les amuse. C'est pas nouveau, si vous voulez. Parce que vous avez été très largement critiqué par beaucoup de vos confrères à cause de votre traitement justement à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine. Pourquoi ce traitement a-t-il été à ce point critiqué alors qu'il est prescrit depuis plus de 80 ans, qu'on connaît les effets secondaires, d'autant qu'aujourd'hui, indiscutablement, c'est le traitement qui semble-t-il le plus prescrit dans le monde, mais au-delà des frontières de l'Hexagone. Professeur Raoult, je ne comprends pas bien. C'est quoi? C'est une affaire de lutte d'ego? C'est une affaire de gros sous? Quelle réponse pouvez-vous nous donner? Je ne sais pas. En plus, vous savez pourquoi c'est toujours compliqué, c'est toujours multifactoriel. Je vous dis, il y a plusieurs choses. Il y a un premier problème de fond qui est le repositionnement des molécules anciennes. Moi, je crois beaucoup qu'on a utilisé des molécules qui étaient des molécules naturelles au départ. Il faut rappeler que la chloroquine, c'est une molécule naturelle au départ.
depuis un siècle et demi, si vous voulez, dont on a maintenant tout un capital de molécules qui peut être utilisé pour bien d'autres choses que ce pourquoi on les a testés. Moi, ça fait plusieurs années que je travaille sur le repositionnement de molécules, en particulier des antibiotiques comme antivirales. Et ça fait des années que c'est extrêmement difficile. Par exemple, nous, on avait avec le numéro 1 du Zika dans le monde, qui est un de mes anciens élèves qui s'appelle Didier Musso, tester l'azithromycine sur le Zika, ça marche merveilleusement. On cherche un médicament nouveau qui puisse traiter les femmes enceintes pour pas qu'il y ait de microcéphalie, c'est le médicament parfait. Publier ce papier dans un journal de haut niveau a été juste impossible. Et donc c'était encore une autre histoire. Donc il y a, si vous voulez, si vous dites maintenant, alors qu'on dépense des centaines et des centaines de millions pour trouver de nouvelles molécules, que vous savez, il suffit de recycler des molécules anciennes qui sont génériquées et qui ne coûtent rien, vous sciez toute une branche de la science qui s'est développée depuis 20 ans, hein. Et donc, vous avez les plus grandes difficultés à trouver des gens qui regardent ça avec un œil favorable. Ensuite, tous les changements, vous savez, moi j'ai été à l'origine d'une dizaine de changements majeurs dans la microbiologie. Hein. Donc, tous les changements entraînent une adversité. Là, ça atteint un degré parce que l'épidémie est mondiale. Mais vous savez, j'ai eu les mêmes problèmes quand on a inventé un champ qui s'appelle la paléomicrobiologie, c'est-à-dire le diagnostic des épidémies anciennes sur la peste, ce qu'on nous a fait pendant 15 ans, y compris sur Wikipédia, y compris la BBC qui disait qu'on racontait des bêtises. Vous savez, on a l'habitude de ça. Quand on a trouvé les virus géants, les gens nous disaient que c'était juste une exception, que ça n'avait aucun intérêt. La vie est comme ça. Hein. Donc, si vous ne voulez pas susciter de réactions, il ne faut rien faire. Et plus les réactions sont importantes, plus c'est important. Les réactions sont proportionnées à l'enjeu intellectuel et moral. Mais si ce qui est possible, l'hydroxychloroquine est un médicament relativement général pour les infections virales respiratoires, si vous voulez, ça veut dire qu'on avait quelque chose sous la main depuis 70 ans qu'on n'a pas testé. Il est possible qu'il y en ait d'autres de molécules aussi banales qui est un effet qu'on n'ait jamais testé parce qu'on avait une vision très imbécile, si vous voulez, de séparation des virus, des bactéries, et qu'on n'a pas testé les molécules qui marchaient. Par exemple, le premier médicament qui a été utilisé pour le sida marche très très bien sur les bactéries, en particulier les bacilles multirésistants. Voilà quelque chose qui pourrait être... On n'arrive pas à comprendre pourquoi personne ne se saisit de cette question, mais c'est parce qu'il est génériqué. Qui va le distribuer? Donc tout ça heurte à la fois un modèle économique, pas que des intérêts. Hein. Comment on développe une molécule qui n'est plus rentable? On ne sait pas le faire dans notre monde. On a développé des molécules qui étaient nouvelles, mais une molécule qui est ancienne et qu'on réutilise à quelque chose. Oui. Ce que les Américains appellent le repositioning. On ne sait pas bien le faire, donc il y a une hostilité par rapport à ça. Et puis, cette habitude qu'ont les gens de participer à des études multicentriques organisées par les laboratoires, ça a généré peut-être, je sais pas, une proportion extraordinairement importante des gens qui ont maintenant fait une forme de recherche en maladies infectieuses. Et donc, si vous leur demandez si maintenant on va arrêter de faire ça, il y a des gens qui se demandent ce qu'ils vont faire, vous voyez. Oui. Alors, vous êtes devenu une véritable icône. On a pu voir, par exemple, des scènes de liesse à Marseille, alors que vous étiez dans votre voiture. Une personne s'est même fait tatouer votre visage sur sa cuisse. Hein, je pense que vous êtes au courant. Est-ce que vous comprenez les réactions que vous avez suscitées parmi les Français pendant cette période trouble? Non, je ne sais pas. Si vous voulez, après, je crois que régulièrement, il y a des moments où on a besoin d'avoir une incarnation de quelque chose que les gens sentent comme étant troublé ou comme étant dangereux ou comme étant inquiétant. Donc, vous savez, je ne sais pas, l'année dernière, c'était Greta Thunberg qui incarnait la peur des modifications climatiques, si vous voulez, qui est devenue une icône. Je ne veux pas du tout me comparer à elle, hein, mais ça veut dire qu'au bout d'un moment, on a besoin d'identifier quelque chose dont on perçoit que ça représente un changement ou un besoin de changement dans le monde. Ouais.